Merci infiniment encore à vous tous d'être présents si nombreux. Merci Monsieur le maire, merci Johan Sfar d'être avec nous ce soir. Une heure de débat, comme je viens de le dire à notre auditoire du soir, autour de votre magnifique livre « Que faire des Juifs ?», dont la sortie est prévue... il m'écoute pas en fait, il fait des grands sourires aux photographes, mais il m'écoute pas. Dont la sortie est prévue le 16 janvier, c'est bien ça officiellement, je crois? Absolument. Voilà. Mais que vous allez pouvoir découvrir et acheter dès ce soir, à l'issue de ce débat. Vous imaginez la joie du syndicat des libraires de voir cet ouvrage vendu 10 jours avant à Nice. Ben, vous réglerez vos problèmes avec eux, c'est pas à nous de le faire. Alors, Johan Sfar, est-ce qu'on le présente? On le présente un peu quand même, mais vous le connaissez tous, auteur, dessinateur, réalisateur français né à Nice, on ne dira pas en quelle année. Connu évidemment pour toutes ses bandes dessinées, notamment Le Chat du Rabbin, qui a fait le tour, non pas que de notre beau pays, mais bien au-delà, qui met l'humour, réflexion philosophique sur la religion et l'identité. Johan Sfar, vous êtes également créateur d'œuvres très variées, qui vont du roman graphique au film d'animation. Vous avez aussi fait beaucoup de projets pour la jeunesse. Vous avez un style qui est unique, qui est caractérisé par des traits expressifs, une narration très imaginative, et ça vous a valu, ça vous vaut aujourd'hui toujours une reconnaissance absolument internationale. En plus de votre travail dans la bande dessinée, vous avez aussi réalisé plusieurs films, dont Gainsbourg, Vie héroïque. Vous êtes une figure, on peut le dire, emblématique de la culture contemporaine française, dont l'œuvre continue d'inspirer et de divertir un large public, comme on le voit ce soir. Que faire des Juifs? Histoire des Juifs, c'est de ça dont on parle maintenant. Je vais commencer par une première question, Johan Sfar. Vous êtes un auteur très très prolifique, mais cette œuvre semble avoir une connotation un peu particulière, un peu comme si vous aviez eu besoin de vous poser et de faire un premier bilan de votre vie et de votre infatigable défense du peuple juif et de votre lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que je me trompe? Avant tout, je vous remercie infiniment. Je voulais remercier Monsieur le maire, la ville de Nice, la librairie Masséna, la Villa Masséna de m'accueillir. Plus que jamais, je me sens chez moi à Nice. Et comme, au-delà de mon identité juive, il y a, on va dire, ma ténacité ou mon sale caractère, qui doit beaucoup à l'irrédentisme niçois. Et je ne pourrais pas être plus reconnaissant que de commencer cette promotion, qui ne sera pas qu'une partie de plaisir dans les semaines à venir, de le commencer à Nice. J'en suis vraiment ravi. Je voulais vous remercier infiniment. Et je reconnais tellement de visages dans la salle que je m'excuse à ceux à qui je n'ai pas encore fait coucou, mais je connais à peu près tout le monde. Merci d'être là. Ensuite, je vais vous répondre. J'ai un camarade producteur qui m'a dit que le métier de producteur consiste à amener des artistes à faire l'inverse de ce qu'ils voulaient faire. Moi, j'ai grandi dans une famille très laïque, très républicaine et très juive en même temps. Et j'ai fait des bandes dessinées pour m'évader dans l'imaginaire, j'allais dire pour me détendre. Quand il y a eu les massacres du 7 octobre l'an dernier, je me suis senti, comme beaucoup de Français de confession juive, ramené à mon judaïsme sans l'avoir demandé, et on s'est senti très vite très seul. Donc en quelques jours, j'ai fait parler tous les juifs que je connaissais, et puis je suis parti en Israël. Et j'ai fait cet ouvrage qui était viscéral, qui était ramassé dans le temps, et j'ai eu le malheur lors d'une interview de dire je penserai plus tard, et c'est maintenant. La chance du dessin, c'est qu'on s'assied à côté d'une personne, on la fait parler, on dessine, et les personnes qu'on croise dans Que faire des Juifs, c'est aussi bien Joseph Kessel, Albert Londres, que des politiciens d'aujourd'hui, des journalistes d'aujourd'hui, qui du jour au lendemain ont vu leur vie bouleversée ou embêtée parce qu'ils étaient juifs. Tout d'un coup, on s'est mis à ne leur parler que de ça. Il y a un cas qui a l'air de rien, mais que je trouve très emblématique, c'est Shannon Seban, qui est une formidable politicienne française. Un jour, elle a été attaquée sur les réseaux par l'extrême droite sur son apparence physique. Et elle s'est très bien défendue. Simplement, à la suite de ça, dans son parti, elle est devenue la personne déléguée au racisme et à l'antisémitisme. Elle s'en plaint pas, elle le fait très bien, mais ça a impacté sa vie. Et il m'a semblé que... parce que c'est un livre d'histoire sur les juifs et d'histoire sur l'antisémitisme, parce que les deux sont indissociables. Je célébrais le décès de Jean-Marie Le Pen, il y a un détail qui m'a marqué, c'est que le moment dans l'histoire de France où il y a eu le plus de haine anti-juive, ce sont pendant les 300 ans où les juifs n'étaient plus en France, après leur expulsion. Et j'ai une amie algérienne, Baya Kasmi, qui était à Alger récemment, et il y a une vieille dame algérienne qui a voulu lui dire son philosémitisme, et elle a dit « Mais nous, en Algérie, on n'a aucun problème avec les juifs parce qu'il n'y en a plus ».
Et ce que j'ai constaté, et qui me fait tout de même plaisir, dans un an à faire le tour des librairies françaises et de rencontres, c'est que la plupart des gens qui vivent, et je pourrais le dire aussi des homosexuels ou des musulmans ou de toutes les minorités, mais la plupart des gens qui arrivent avec des lieux communs qui financent la haine, ça ne peut pas tenir après une conversation. Donc l'avantage du dessin, c'est que ça permet d'avoir les yeux dans les yeux, j'allais dire depuis le roi David jusqu'à une journaliste de Libé, F. Seftel, qui m'a parlé à un moment. Donc voilà, j'ai voulu produire ce que George Steiner appelait de réelle présence pour couper court aux généralités. Et alors vous tordez quelques idées reçues et on va dérouler ce livre au fur et à mesure des questions. Je voudrais qu'on commence par la place de Nice, très forte dans votre livre, puisque le livre d'ailleurs commence sur une plage de Nice, on va y revenir. La place de Nice qui a toujours été fondamentale pour votre vie à vous, celle de votre papa, dont on va aussi parler. Mais Nice qui est une ville profondément à côté du peuple juif, profondément dans la lutte contre l'antisémitisme, et monsieur le maire, c'est pas vous qui allez dire le contraire. Comment on justifie, on explique les liens si forts qui unissent Nice au peuple juif aujourd'hui? Bon, d'abord la relation, je le dis devant le président du consistoire, les présidents des consistoires qui sont avec nous, Franck Israël et Maurice Nidam, en saluant toutes celles et tous ceux, mon ami Balabagnan pour le Fonds social juif unifié, Yad Vashem avec Daniel Vancier et tous les autres. On a une très très longue histoire, une présence juive à Nice, où les juifs ont plutôt toujours été heureux à Nice, où ils ont toujours apporté une forte contribution économique et sociale au développement de la cité. C'est amusant que vous me posiez cette question ici, dans la maison du prince Wesseling, du maréchal Masséna, en tout cas de son petit-fils. Pourquoi? Parce que c'est le rabbin Joseph Habitant qui m'a offert un jour un document où, alors que nous venions de devenir français et de rentrer dans l'Empire en 1804 ou en 1805, cette lettre date de ce moment-là, et où il écrit à l'empereur et il dit: Sire, voilà, je suis totalement révolté parce que mes concitoyens niçois de confession juive ne sont pas fiscalisés au même niveau que les autres citoyens de la ville de Nice, et sont fiscalisés à un niveau plus élevé. Donc je vous demande de bien vouloir prendre ou de donner des instructions au ministre des Finances pour rétablir cette équité. Et il y a la réponse de l'empereur qui tombe immédiatement et qui dit c'est anormal, c'est scandaleux. D'ailleurs, parler des consistoires alors que c'est l'empereur Napoléon Ier qui a souhaité qu'il y ait justement la création des consistoires dans notre pays, pour que nos concitoyens niçois puissent être fiscalisés au même niveau. On a des traces qui remontent dans nos archives municipales, départementales, à près de 12 siècles en arrière. De manière plus contemporaine, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? De manière plus contemporaine, naturellement. D'abord, nous ne sommes définitivement français que depuis 1860, et on ne peut pas dire que nous n'ayons été vraiment tout de suite embarqués dans cette période dreyfusarde de la Troisième République, mais par contre, nous savons combien l'histoire de la Shoah est liée directement à Nice de manière très brutale, extrêmement brutale. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1943, Nice est confiée par Hitler à Mussolini. Ce sont les Italiens qui sont ici. Les Italiens n'appliquent pas ou très très rarement les directives qui sont données pour poursuivre les Juifs et les interpeller. Puis il y a la chute de Mussolini et Alois Brunner qui est nommé à Nice, et c'est en moins de quelques heures, pas quelques jours, que de manière extrêmement brutale, en installant son QG à l'hôtel Excelsior, celui-ci engage toutes les rafles qui se sont traduites par naturellement
quelques épisodes qui touchent des personnalités célèbres, dont notre citoyenne niçoise Simone Veil, Simone Jacob. Vous savez que son père André Jacob était architecte des PLG, purement niçois, Grand Prix de Rome. J'ai même une lettre dans ses archives que j'ai donnée numérisée à Simone une fois ici même, qui était très ému, où il envoie un courrier au maire de Beuil, côté de Valberg. Il dit, monsieur le maire, vous m'avez passé commande, c'est daté de 1934, pour vous dessiner un tremplin de saut à ski. Vous savez qu'à Beuil, il y a un tremplin de saut à ski. C'est le premier en France, et c'est le père de Simone qui l'a dessiné. Vous vous rendez compte? Et on va organiser les JO d'hiver en 2030. Et je peux vous dire que je consacrerai un épisode à cela naturellement à l'occasion des JO de 2030. Elle était totalement émue. Et toute sa famille et elle-même, qui a été dénoncée puisqu'elle était cachée tout en étant élève au lycée Calmette, et elle a passé son bac d'ailleurs par correspondance, a été déportée. C'est la famille Klarsfeld, c'est bien d'autres encore. Nous avons inauguré ensemble, grâce à Serge, qui pendant des années m'a fait un relevé et un travail minutieux, un mur des déportés près du cimetière Jules du Château, avec près de 3800 noms qui y figurent. C'est vous dire l'importance, parce que 3800 noms d'un coup d'un seul entre 43 et 44, c'est pas rien. C'est pas sur 4 ans, vous voyez ce que je veux dire. C'est d'une brutalité énorme, énorme. Et puis il y a des liens forts que la ville entretient toujours aujourd'hui avec Israël, notamment à travers un jumelage important et de nombreux voyages que vous et vos élus effectuez ces dernières années. Il faut s'enorgueillir aussi d'avoir des comportements exemplaires, des justes, dont le premier d'entre eux a été l'évêque de l'époque, Monseigneur Raymond, qui est celui qui aura sauvé sans doute le plus d'enfants. Tout cela d'ailleurs est retracé dans une œuvre de Joseph Joffo, Sac de billes, ce film extraordinaire. Et puis, naturellement, ai-je une sensibilité plus que d'autres, mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir grandi dans ma vie publique, d'abord à l'école, au lycée du Parc Impérial. Peut-être, je ne vais pas dire grâce ou à cause, Martine, de l'Algérie française qui naturellement nous conduit là où de faire rejeter tous les rapatriés de Marseille et où Jean Médecin les accueille à Nice, où nous avons toute cette communauté de juifs rapatriés d'Algérie qui s'installe à Nice, et je me retrouve à 14 ans au lycée du Parc Impérial avec des petites copines et des petits copains, et surtout une petite copine dont j'ai une grande mémoire, et qui pour la première fois m'a fait comprendre en m'amenant à la maison pourquoi il fallait embrasser la mezouza sur la porte de la maison. Et on grandissait comme ça, il y avait les juifs, les arméniens, les russes, blancs, parce qu'on n'était pas tellement loin aussi de cette époque-là. On était déjà dans ce multiculturalisme extraordinaire. Donc j'ai eu une sensibilité très tôt, et quand j'ai eu des responsabilités publiques, je me rappelle de ce premier voyage que j'ai fait en Israël, où je me suis dit, il faut qu'on fasse un truc. Et on l'a fait avec Martine. En 2003, je deviens président du Conseil général, et nous décidons d'organiser ensemble les voyages de la mémoire. Aujourd'hui, vous avez, Martine, on peut dire près de 3000 gamins des classes de collège depuis 2003. Vous vous rendez compte ce que ça représente depuis 2003? Quand vous avez 15 ans, c'est les classes de 3e où on enseigne le cycle de la Shoah. Ce que ça représente, 2003-2025, aujourd'hui, vous rajoutez presque 19 ans, hein, et j'en croise dans la rue qui me disent, écoutez, monsieur le maire, je voudrais vous saluer, j'ai 30 ans, j'ai 31 ans, j'ai 32 ans. Vous m'avez transformé le temps d'une journée. Ma famille, ma vie sociale, ma vie professionnelle ne se serait pas construite de cette manière si vous ne nous aviez pas permis de faire le voyage l'espace de 24 heures
pour aller à la rencontre de cet indicible. Bon, et puis de là, je ne vais pas faire l'inventaire de tout ce que nous faisons et tout ce que nous avons continué à mener comme combat. Mais je me réjouis que Nice, qui a été, je le rappelle quand même, le lieu de l'essentiel de la carrière politique de Jean-Marie Le Pen, de la plupart de ses candidatures aux législatives, aux régionales, aux cantonales, avec sa permanence rue Trachel, eh bien, aujourd'hui est réussi à montrer que face à toutes ces horreurs qui aient pu être portées par cet individu politique, au fond montre que nous sommes un lieu de résistance pour protéger celles et ceux qui aujourd'hui peuvent se sentir accablés par cet antisémitisme dont on pense qu'il fait son retour. Alors, en réalité, on en a beaucoup parlé avec Johan, mais il a toujours été très présent, sous-jacent dans notre pays, en France surtout. Ok, merci infiniment Christian Astruy. On reparlera un petit peu avec vous ultérieurement. Je voudrais maintenant qu'on revienne vraiment au livre et qu'on commence au début de ce livre. Que faire des Juifs commence, parce que vous êtes enfants, Johan Sfar, sur la plage à Nice, pas loin de Castel, et très mauvais élèves à l'époque du Talmud Torah. C'est pas moi qui le dis, mais c'est vous qui l'écrivez. Hein. C'est un jour de cérémonie de Tachlir, pardon, voilà. Vous écrivez, c'est passant sur la promenade des Anglais et près de l'eau qui me regarde avec ma kippa et mes Juifs. Est-ce que vous prenez conscience ce jour-là du regard qui est porté sur votre communauté? Ça a été un moment déterminant, et comme j'ai voulu faire un roman, je me suis inspiré d'une scène du Juif errant est arrivé d'Albert Londres, que je mets plus tard dans le livre. Quand Albert Londres, il a vu des Juifs dans le monde entier, il arrive enfin à Tel Aviv, et il ne comprend pas pourquoi au milieu des baigneurs, il trouve des Juifs, j'allais dire en déguisement de Juifs, qui sont au bord de la mer et qui agitent leurs chemises. Bon, ils jettent leur péché à la mer. Moi, quand j'étais petit, une fois par an, pendant les fêtes de Ticherie, on allait au bain de la police avec les Juifs de la synagogue de la rue de Loire, et puis on agitait nos chemises. Sauf que les gens, ils se baignent à côté, c'est pas méchant de leur part, ils se demandent ce qui se passe. Bon, et j'admirais mon père et les autres Juifs qui étaient, comme Clint Eastwood, imperturbables. Ça les dérangeait pas. Alors moi, je sais pas, j'étais peut-être déjà un peu le chat du rabbin, je n'étais pas très à l'aise. Et là, ça, je l'ai dit pour rigoler, c'est pour ouvrir le livre. Après, de manière plus déterminante, c'est une immense chance d'être à Nice, parce que c'est une ville très formatrice en matière de politique et de débat, et on ne peut pas le comprendre dans Nice. C'est une ville où toutes les radicalités se portent haut et fort, ce qui n'empêche pas les gens de déjeuner ensemble. J'imagine le scandale que je vais déclencher quand je vais avouer, mais tout le monde le sait, que mon père déjeunait souvent avec Robert de Gubernatis, qui représentait l'Action française à Nice. Il mangeait aussi avec M. Caressa, qui était communiste. Il mangeait avec tout le monde pour s'engueuler. Il mangeait avec tout le monde. C'était pareil chez les jeunes. Et tous les débats qu'on a aujourd'hui dans l'extrême radicalité, qu'elle soit d'extrême gauche ou d'extrême droite ou quoi, je suis obligé d'avouer que j'ai entendu pire à Nice quand j'étais adolescent. Et c'était très formateur. Donc ça c'est vraiment formidable. Et après, dans l'histoire personnelle, j'ai eu ce père qui était un avocat très engagé. Parlez-nous du rapport à votre père, parce que là aussi, il est très présent dès le début du livre, avec vous sur cette plage, mais au-delà de ça, il dit des choses très importantes tout au long du livre, et vous dites, c'est un livre que je ne parviens pas à porter seul, sans le courage de mon père, je ne tiendrai pas debout. Notre phare est toujours avec vous aujourd'hui. Oui, parce qu'il m'a missionné pour toutes sortes de choses que je n'avais pas envie de faire. Ma mère est morte avant que j'ai 4 ans, donc il avait tout le temps pour se préoccuper de politique et de son métier d'avocat. Il a participé à ce procès avec Maître Dana Picard, où ils ont fait mettre en prison des néo-nazis, ce qui leur a valu d'être sur des listes de juifs à abattre, à l'époque de la dissolution des faisceaux nationalistes européens, voilà, je m'en souviens. Suite à quoi, ma classe de CM2 a été mise à sac, on a eu 1 an sous protection policière, et il a dit on va aller vivre en Israël. Il achète un appartement à Ramat HaSharon, il y a mon cousin Robert qui est là qui s'en souvient. Ma grand-mère Esther n'aime pas la climatisation, elle trouve que le problème d'Israël c'est qu'on s'enrhume, elle décide qu'on va pas vivre là-bas. Après on est en France. Mon père se met avocat honoraire pour mieux s'occuper de moi, il ne veut plus exercer, les radios libres sont ouvertes, Radio Shalom Nitzan ouvre, et mon père décide de faire les émissions sur l'histoire des Juifs. Vaste sujet, il y en a 102 cassettes,
On les a numérisées, elles sont disponibles à la fin du livre, depuis cette semaine. On peut d'ailleurs consulter. Bon, à partir de là, il m'a écrasé. Qu'est-ce que je peux faire, moi? J'aimais pas faire des prières, donc j'ai monté la garde devant la synagogue. J'étais nul pour montrer la garde. Ils m'ont dit, bon, bah, va surveiller l'extrême droite et l'extrême gauche. J'ai dit en secret, il me dit non, pas en secret. Donc j'y vais, voilà, je suis le fils d'André Sfar. Ça se passe comment chez les nazis? Ça se passe comment chez les bolcheviks? Très bien, ils sont sympas, ils sont contents d'avoir un ami juif. C'est comme les filles. Ils agitent un juif de temps en temps, puis après ils peuvent dire leur saloperie. Je me suis fait plein de copains. Et il y a tout ça dans le livre. Il y a tout ça dans le livre parce que je crois que Nice, c'était... Si vous alliez à la fac de droit de Nice, vous avez le laboratoire de tous les extrémismes qu'on entend aujourd'hui. On a tous suivi Maître Charvin, Maître Wagner. Moi, j'y allais comme aux zoos, c'était passionnant. Et bon, avec un peu d'humour, on s'en sort. Et votre père, c'est... Il y a le doyen de la fac de droit sortant, Xavier Latour, qui est là. Dommage. Et votre père, c'était la sagesse même, parce que dans le livre, vous dites, à un moment donné, vous, avec votre naïveté d'enfant, vous lui dites est-ce que l'on connaît mieux quand on haït moins? Et votre papa vous répond pas sûr, les anti-juifs aiment se documenter. Ça, c'était extraordinaire. Vous lui reposerez la même question aujourd'hui dans les mêmes termes? Ça, c'était extraordinaire, c'est encore le cas aujourd'hui. Quand il faisait cette émission sur Radio Shalom Nitzan, il avait des félicitations de toute la Côte d'Azur, de gens d'extrême droite, de gens d'extrême gauche, de gens profondément anti-juifs, mais qui pouvaient nourrir. Parce que quand on est anti-juif, c'est comme quand on aime collectionner les timbres, il faut y passer du temps. Donc il faut étudier son sujet, il faut connaître. Moi, j'ai eu récemment une dame taxi qui a tenu à m'expliquer les juifs, parce qu'évidemment, je faisais une interview pour Actualité Juive, donc il y avait juif chaque mot. Alors elle a essayé de m'expliquer, parce qu'elle trouvait que je connaissais pas bien. Alors elle m'a expliqué les khazars, le machin, les complots. J'ai dit, écoutez, je note. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est pareil aujourd'hui. Le site Academ, qui est formidable, qui est le premier site universitaire juif européen, ou en tout cas français, qui est gratuit, qui est génial, ils ont pu tracer les gens qui fréquentent leur adresse IP. Et ben il y en a un tiers qui viennent des sites complotistes ou d'extrême droite. C'est-à-dire que j'ai les copains d'Alain Soral, ils adorent aller écouter le site culturel juif. Donc ça, non, je crois pas que ça ait changé. Je crois pas que la connaissance fasse disparaître. Si, il y a un entretien. Je fais parler vraiment tout le monde dans ce livre, et je fais parler. J'aime bien les avocats. Il y a un moment, je fais parler Jacques Vergès. Quand je suis entré à Charlie Hebdo il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, on m'envoie interviewer Jacques Vergès en pensant que je vais le détester. L'inverse s'est produit. Je voulais l'embêter dès que je suis arrivé. Je lui ai dit, vous savez que je suis un proche de Georges Kiechmann. Il m'a dit c'était un piètre garde des Sceaux. Après, la conversation a pu commencer. Puis il me raconte, enfin il fait Jacques Vergès. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais maître, vous êtes profondément antisémite? Il me dit, pas du tout. Tu vois, tout de même, vous avez vu le nombre de nazis, le nombre de tueurs de juifs parmi européens. Ah mais non, l'antisémitisme, c'est une force politique. Il faut la susciter quand on veut exciter les foules, parce que profondément, ça, et tout le livre il est là-dessus, il est sur l'idée que malgré nous, qu'on soit issu de culture chrétienne, de culture musulmane, j'allais dire de culture juive, on est pétri de clichés juifs et de clichés anti-juifs, et j'ai essayé d'y répondre par des individus, en faisant parler des gens... Ouais, je vais en parler, pardon. Non, mais pour qu'on puisse avancer un peu justement, vous nourrissez ce débat, vous nourrissez ce livre magnifique avec énormément de rencontres et de réflexions avec des amis écrivains, des journalistes, des religieux, à qui vous posez cette fameuse question de faire des juifs. Et j'aimerais sur la méthode, que vous nous expliquiez un petit peu comment vous y êtes pris, comment vous avez construit ce qui ressemble, moi qui suis journaliste, un peu à une enquête journalistique. Quelle méthode vous avez utilisée et jusqu'où vous aviez envie d'aller en fait? D'abord, j'essaie vraiment de faire un roman, donc il y a un début, un milieu, une fin. Ensuite, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas historien, mais j'aimerais bien que ça puisse leur servir. Donc ma méthode, c'est la suivante. Je m'assieds près d'un interlocuteur ou d'une interlocutrice, je dessine et je ne pose pas de questions. La personne parle, je n'enregistre rien et je prends des notes. En général, elles sont assez précises et je ne fais pas relier. Donc j'espère qu'ils ne vont pas tous me tomber dessus, mais il me semble que c'est assez Vous avez une mémoire vive parce que chaque mot est important dans ces rencontres et c'est vraiment ce qui ressort de ce livre. Parmi ces rencontres post-7 octobre, vous avez une amie de Tel Aviv qui s'appelle Ingrid. J'ai été marqué par ce qu'elle vous dit, et que vous nous relatiez dans le livre. C'est dégueulasse de penser par un temps pareil. Est-ce que l'horreur annihile la pensée? Oui. Descartes disait qu'il faut être tranquille et au chaud pour penser. Ce qui est très délicat dans ce que j'essaye de faire, et dès qu'un Israélien prend la parole en ce moment, c'est de dire le désarroi dans lequel ils sont. Une chose que les gens savent peut-être peu, à la télévision israélienne, 3 mois après le 7 octobre, il n'y avait toujours pas de fiction. C'est un pays qui était tellement pris dans le traumatisme, dans la guerre, dans tout ça, qu'il n'arrivait même pas à se raconter lui-même. S'ajoute à ça ce qu'ils ont appelé le boycott silencieux, c'est-à-dire que toutes les séries israéliennes se sont arrêtées du jour au lendemain,
parce que pour les commanditaires, c'était clivant. Je me suis trouvé il y a 3 semaines dans un forum des chaînes publiques européennes où on m'a dit, les yeux dans les yeux, en ce moment, les sujets israéliens, mais également les sujets juifs ne sont pas bienvenus parce que le public ne veut pas entendre ça. Et je vais vous dire mieux, les sujets palestiniens ne sont pas bienvenus non plus parce que la plupart des artistes palestiniens ont une carte d'identité israélienne. Donc dans ce monde de silence, quand je parle, mes relations en Israël, c'est très simple. Ma famille et mes cousins qui habitent là-bas et qui ont, j'allais dire, une vraie vie. Et de l'autre côté, mes collaborateurs de la télévision et du cinéma qui sont des familles israéliennes plus anciennes, qui sont à la fois dans l'armée comme tout le monde, mais qui sont en général militants très à gauche, voire très à l'extrême gauche. Ils ne parlent pas français. Ils sont au milieu d'une guerre dont ils savent tous qu'elle était légitime au début, dont ils savent tous qu'aujourd'hui les objectifs leur ont un petit peu échappé, simplement leurs enfants sont dedans. Et il y a une incapacité en Israël à penser cette guerre aujourd'hui, et l'angoisse des journalistes et des camarades israéliens quand ils arrivent à Paris et qui essayent de se détacher du truc. Et il y a un point commun entre les Israéliens et les Français, c'est qu'ils sont toujours bloqués sur les infos pour savoir, une phrase très juive, est-ce que c'est bon pour nous? C'est-à-dire chaque phrase, donc cette angoisse-là, j'essaie de la raconter. Et alors, parmi les témoignages poignants, moi que j'ai pris comme un coup de poignard en lisant ce que vous nous avez écrit, c'est cette rencontre avec Mia Chang, vous savez, cette jeune franco-israélienne otage après le 7 octobre, qui vous laisse sans voix, vous n'y posez pas de questions, mais à travers le dessin, à travers vos paroles et ce qu'elle vous a dit, on sent l'émotion et on sent la violence de cette attaque. Et puis aussi cette rencontre avec un jeune soldat de Tsahal qui vous dit, écoutez bien, parce que moi ça m'a beaucoup marqué, je n'ai pas peur du combat, mais par contre j'ai peur de voir les parents de tous mes copains qui se sont fait tuer. Et ça, c'est des choses que vous avez ressenties profondément, ici et surtout là-bas, j'imagine. Ça, j'ai beaucoup hésité à le mettre dans le livre, et je l'ai laissé parce qu'il y a tellement de témoignages différents que je voulais faire entendre cette voix. J'ai été contacté par un jeune soldat israélien de la brigade Golani, c'est l'équivalent de la Légion, qui m'a appelé et qui m'a dit « J'ai lu ton livre, Nous vivons, et ça me plaît pas. Ce que tu dis de l'armée israélienne, ça me plaît pas. Tu sais rien. Viens, je te parle. Je vais le voir. » Et il me raconte sur de nombreuses pages, c'est un jeune homme qui a 20 ans, il a été partout depuis le 7 octobre, il a été d'abord sur le lieu des massacres, ensuite à Gaza, et ensuite au Liban. Je vous parle il y a un an. Et tout ce qu'il me racontait était insoutenable, d'abord sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a vu de la société palestinienne, mais également sur la manière dont il a fermé son émotion, c'est-à-dire que c'est un jeune homme... 20 ans, je crois. C'est un jeune homme qui a vu sa brigade massacrée, qui a tué, qui a refusé toutes les évaluations psychologiques, donc il s'arrange pour les éviter, qui refuse toutes les permissions parce qu'il ne veut pas voir le visage des parents de ses copains, il ne veut pas voir les obsèques de ses copains, et j'avais face à moi un gamin qui me dit « Non, moi tout va bien. Moi je ne suis pas très émotif. » Et ce témoignage, je le trouve à la fois bouleversant pour cette jeunesse israélienne parce qu'on oublie que c'est une armée de conscription, c'est-à-dire que, je vais le dire de manière très brutale, le jour où Vladimir Poutine nous déclare la guerre, tous nos enfants sont conscrits. Voilà, donc c'est ça qui se passe en Israël. Et il y a également un aveuglement de la part de ces soldats qui ont le nez dedans. Et tout l'entretien est bouleversant, mais j'ai failli pas le mettre parce que c'était d'une brutalité terrible ce qu'il racontait. Pourtant, vous lui avez consacré une large part du livre. On ne va pas tout dévoiler, mais on vous incite vraiment à lire ce passage qui est très fort également. Alors évidemment, le livre il est aussi assez politique. Vous critiquez assez vertement l'ONU notamment et son organisation l'UNRWA qui avec des infrastructures à Gaza, dont vous dites qu'elles hébergent des otages et que finalement l'ONU est presque complice parfois du drame que vit Israël aujourd'hui. Oui. Oui. Pourquoi? Non, mais c'est pas très compliqué. Dans le monde entier, il y a un truc qui s'appelle le UNHCR, c'est le commissariat aux réfugiés du monde entier. Le Gaza a subi l'UNRWA, qui est une création sui generis pour cette région-là. Et la réalité, c'est qu'en 2005, quand Israël a laissé Gaza, tout est devenu le Hamas. Quand le Hamas est arrivé, ils ont massacré les dirigeants du Fatah et ils ont eu tout pouvoir. Donc à partir de là où il y a eu une hypocrisie de ma part, mais c'est une réalité que tout le monde connaît, c'est que pour vivre ou travailler à Gaza, il faut être accepté par le Hamas. Donc c'est un embarrassement dont tout le monde s'est arrangé pendant des années. Aujourd'hui, ça devient insoutenable. Et si je veux, on m'entendra rarement renvoyer les deux camps dos à dos, mais il y a un lieu où je le fais, c'est l'administration Netanyahou d'un côté et l'UNRWA de l'autre ont un intérêt à ce que cette guerre ne s'arrête jamais. Et c'est contre les populations.
C'est certainement le fond du problème. Et là, il y a, je vais être poli, un dysfonctionnement profond de l'ONU, et on parlera des ONG une autre fois. Et c'est d'autant plus tragique que c'est un territoire qui a besoin d'ONG, c'est un territoire qui a besoin de l'ONU. Ce qu'on a vu à l'issue du 7 octobre, c'est le détricotement des institutions internationales, et on n'a pas fini de le payer dans de nombreux autres coins de la planète. Et évidemment, c'est quelque chose qui a commencé il y a des décennies. Qu'est-ce qu'on y peut aujourd'hui? J'en ai pas vraiment idée. Alors l'autre aspect politique de votre livre, c'est là aussi une forme de violence verbale que vous avez, mais qu'on peut comprendre, qui peut paraître légitime. Et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, parce que d'autres de vos amis qui sont plutôt à gauche de l'échiquier politique, en tout cas qui ont une sensibilité de gauche, on va dire ça comme ça, vous vous en prenez vertement à une certaine partie de la gauche qui, d'après vous, est dans le déni total de ce qui se passe aujourd'hui et qui a pris un parti pro-palestinien qui pour vous est excessif. Non, moi je suis beaucoup plus pro-palestinien que... Oui, alors justement, c'est ça, le paradoxe c'est ça, c'est que vous, dans le livre, on le voit là aussi, parce que l'on a beaucoup parlé de défense de la cause juive, mais vous n'êtes absolument pas violent vis-à-vis des Palestiniens, mais des politiques palestiniennes, c'est tout autre chose. Vous réclamez, on va en parler également, et Christian Estrosi, j'ai besoin aussi d'avoir votre avis, qu'il y ait deux États qui puissent cohabiter et coexister, et vous l'avez toujours demandé. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous inspire aujourd'hui, et moi, de ce que j'ai lu, vous vivez très mal, visiblement, de ce qui se passe à gauche aujourd'hui, notamment en France, par rapport à cette question évidemment importante. Bon, je vais le raconter de manière très simple, et M. Estrosi était de tous ces combats. Quand l'extrême droite a voulu s'emparer du drapeau français, on était beaucoup, à gauche et au centre, à dire non, on ne va pas laisser le drapeau français à la famille Le Pen, c'est également à nous. Quand Jean-Luc Mélenchon, en clone zombie de Jean-Marie Le Pen, veut s'emparer de l'extrême gauche et la transformer dans le premier parti anti-juif de France, je ne vais pas lui faire le plaisir de lui laisser la gauche. Pour moi, ça ne lui appartient pas. Et partant de là, j'ai eu la chance, depuis le 7 octobre, de rencontrer beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes. Ils n'ont pas du tout l'agressivité qu'avait la jeunesse pro-tiers-mondiste il y a 20 ans ou 30 ans. Ils ont une méconnaissance totale et de la société israélienne, et de la société palestinienne, et du monde arabe, et du monde juif, et ils font ce que je ne peux pas appeler autrement que de l'appropriation culturelle, c'est-à-dire en agitant un malaise qui dit beaucoup de choses sur le malaise européen, mais qui dit très peu de choses sur le Proche-Orient. Pour moi, quand j'ai commencé à participer à ce que j'appelais des rassemblements pro-palestiniens, c'était à Paris dans les années 90 à Jussieu, où on faisait se rencontrer des jeunes Palestiniens, des jeunes Israéliens, des universitaires entre guillemets des deux bords. Il y avait déjà Elie Barnavi à cette époque, il y avait des gens comme ça, il y avait des gens de bonne volonté côté palestinien aussi. Leïla Chaïd, qui représentait la Palestine à l'époque, a été la première à s'élever contre Dieudonné quand il a parlé contre lui. Donc il y a une époque où il y avait de la bonne volonté, et être pro-israélien ou pro-palestinien, ça voulait juste dire souhaiter la survie des populations de cette région. Aujourd'hui, c'est autre chose. Aujourd'hui, il y a une volonté, par exemple, moi je veux bien qu'on examine tous les crimes de guerre qu'on voudra sur le Proche-Orient. Quand aujourd'hui, on emploie le mot génocidaire, tous les deux mots, c'est pour faire taire un adversaire politique en France. C'est pour faire taire un adversaire politique en France, et je regrette quand les LFI prennent la responsabilité, depuis un an, de s'attaquer à toutes les personnalités publiques juives françaises, ou aux humoristes, ou aux dessinateurs qui ont osé prendre la parole pour quelque chose qui ne leur plaît pas. Ils mettent des gens sciemment en danger. Les juifs représentent 0,6% de la population française, ils totalisent 57% des agressions violentes. Ça veut dire que dans chaque famille juive, cette année, il y a eu une agression. Les étudiants juifs, les écoliers juifs vivent un enfer au quotidien. Je ne peux pas entendre qu'un parti de gauche soit le parti qui attise la haine contre les juifs. Et j'ajoute que selon moi, c'est également du racisme anti-arabe, parce qu'ils s'imaginent que ça va faire plaisir aux populations musulmanes de dire ainsi du mal des juifs. Ben moi, depuis le 7 octobre, j'ai pas perdu un seul ami musulman. Par contre, j'ai beaucoup de mal à parler à mes amis qui votent encore LFI. Justement, à propos de LFI, vous avez cette phrase qui est importante, vous dites, quand un noir alerte sur le racisme, ne minimisez pas. Quand un homosexuel vous parle d'un acte homophobe, ne dites pas qu'il invente. Lorsque des juifs vous parlent du gros problème d'antisémitisme chez LFI et que vous minimisez, c'est vous qui abîmez la gauche. Vous avez mal à votre gauche, et est-ce que vous en voulez tout autant à Jean-Luc Mélenchon et donc à LFI qu'aux autres composantes de la gauche qui ne savent pas rompre avec lui? Moi, en tout cas, je ne peux pas en vouloir aux jeunes qui suivent cette petite musique-là, parce qu'elle est tellement partout, et ils sont tellement ignorants de tout ça, qu'ils vont suivre le mouvement. Et puis moi, je ne suis pas là pour en vouloir. Je suis là pour faire parler des individus et montrer ce qu'ils vivent au quotidien. Quand je vois... Tiens, Ariel Halimi, qui a été l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, qui est un type que j'aime beaucoup, ça peut déplaire à beaucoup de gens ici, moi je l'aime beaucoup,
il m'a raconté comment ça s'est passé. Et il a dit, lui, c'est approche de Mélenchon, ça l'était en tout cas. Il m'a dit, après le 7 octobre, c'était simple, on pouvait mettre tous nos dirigeants dans une pièce et discuter des éléments de langage qu'on allait employer pour pas blesser la population musulmane, pour pas blesser la population juive, et pour que tout le monde porte un message de paix. Moi, j'ai été locataire du Parti communiste français quand je faisais le chat du rabbin, j'avais 2 étages chez eux, et à chaque fois qu'ils voulaient s'engager pour le Proche-Orient, ils voulaient mettre des banderoles, et ils m'appelaient, ils disaient « Monsieur Sfar, on va mettre un truc un peu engagé, est-ce que ça vous dérange pas ?» Je dis « Qu'est-ce que vous allez mettre ?» Alors on avait pensé à paix et justice au Proche-Orient, je dis « Ça me va. » Et il disait pas ça, mais il disait tout simplement, quand on a en France la plus grande communauté musulmane d'Europe et la plus grande communauté juive d'Europe, même si c'est en nombre bien moindre, la moindre des choses, c'est de préserver la paix civile et de savoir qu'elles LFI a fait exactement l'inverse. Ils ont jeté les unes contre les autres les minorités françaises, et que vivent les Français de confession juive en ce moment. On a d'un côté cette gauche qui nous gifle, et on a de l'autre côté l'extrême droite qui nous considère comme une prise de guerre. Moi, je suis dans une situation insupportable parce que je ne peux pas ne pas serrer la main à un élu de la République, et j'ai beaucoup de mal à serrer la main à quelqu'un du Front National. Donc je ne sais pas quoi faire de mes mains quand je les croise. Et je le redis, mais ça a l'air simple, mais ça n'est pas. Le courage de Christian Estrosi, qui a fait un monument aux victimes du 7 octobre, qui met sur les placards de la ville de Nice les visages des otages. Je regrette, c'est pas clivant, c'est un message de paix. Moi, je vais terminer avec ça. On prête aux Français de religion juive des agendas, des engagements. La réalité, c'est qu'on a de la famille au Proche-Orient, et qu'on souhaite tous que nos familles se portent bien. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite le mal des populations palestiniennes, ça ne veut pas dire qu'on souhaite la guerre, ça ne veut même pas dire qu'on s'y connaît mieux que les autres. Mais cette simplicité, je suis extrêmement reconnaissant à Christian Estrosi de l'avoir eu, d'autant plus que je l'ai moins vu à Paris, sauf dans le 3e arrondissement. Christian Estrosi, quelle est votre analyse de cette situation politique et de ce schisme aujourd'hui qu'on a avec une gauche qui, en effet, a du mal à assumer certains choix, ou en tout cas en revendique d'autres, peut-être de manière trop forte. Comment vous jugez ça, et comment porter un discours pacifiste aujourd'hui dans un tel contexte? Mais je pense qu'il y a des moments où le discours pacifiste est un discours de faiblesse. L'horreur du 7 octobre, on se rend compte qu'on est dans un monde d'immédiateté aujourd'hui où regardez à quelle vitesse il y a des résiliences qui s'opèrent, les mémoires collectives qui s'effacent et qui s'estompent sur des choses qui sont pourtant d'une dimension incroyable. Comment ne pas qualifier aujourd'hui le 7 octobre 2023 de pogrom? C'est une réalité. C'est quand même, pour moi, et nous sommes rares à avoir vu la totalité des images qui nous ont été proposées et qui n'ont pas été totalement rendues publiques, le supporter, tellement on touchait le fond de l'horreur, était quelque chose d'épouvantable. Alors naturellement, on me dit, mais regardez ce que subit cette population de Gaza, et comment peut-on rester insensible à un enfant, un homme, à une femme qui sont des otages du Hamas tout simplement, et qui sont les victimes de ce conflit. Mais on est dans quelque chose d'une autre dimension. Et c'est pour ça que je veux toujours expliquer, notamment à mes amis juifs qui me disent on a peur. On a peur. Je leur dis, n'ayez pas peur. Parce que la pire des faiblesses, c'est la peur. Et que chaque fois qu'on a eu peur, on a perdu la guerre. Et donc aujourd'hui, il faut montrer qu'on n'a pas peur. Et je vois bien, même chez certains de mes collaborateurs, lorsque j'ai dit, voilà, tant que tous les otages ne seront pas libérés, le drapeau d'Israël flottera sur le fronton de la mairie de Nice, nous allons projeter sur tous les panneaux numériques de la ville de Nice les portraits de ces otages, de ces enfants, de ces femmes, de ces grands-pères, de ces grands-mères. On me disait, bon, il y avait 2000 personnes qui, tous les soirs à 17h, avec les drapeaux palestiniens, venaient
avec des slogans épouvantables, ou me dénoncer, ou appeler à la haine contre moi, et les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Je dis, ça va passer. À partir du moment où vous n'avez pas peur et où vous résistez, ça va passer. Puis ils sont tombés à 1000, puis ils sont tombés à 500. Au mois d'octobre, ils étaient 80. Au mois de novembre, ils étaient 30. Puis là, c'est fini, il n'y en a plus. Ça veut dire qu'on a tenu, on n'a rien lâché. Ils se sont épuisés parce qu'ils ont compris qu'ils n'emporteraient pas. Et quand vous donnez cette image à toute une population, et qu'en même temps vous entretenez un message pacifique dans les écoles, je remercie tous les enseignants et l'éducation nationale avec laquelle nous avons dit des choses, on a fait des choses, on a même demandé à du monde de la culture de partager des moments d'apaisement pour rassembler les enfants, pour apporter une éducation, pour éclairer les esprits. Eh bien, on tient bon. En même temps, il y a le débat politique. Joanne en a parlé, et naturellement, on voit ce basculement entre extrême droite et extrême gauche. Et je dois dire qu'il y a aussi chez nous une culture de la gauche qui n'est pas forcément historiquement la même culture que celle qu'on retrouve dans toute la France. La preuve en est que la Libération illustre bien d'un côté les médecinistes, de l'autre côté les communistes, les Virgile Barrel et les autres. Vous parliez de Caressa il y a quelques instants, j'ai siégé aux côtés de Caressa quand il a fallu débaptiser le boulevard Stalingrad pour l'appeler les Chalessa. On en est venu au point dans la rue, mais c'était du cinéma de la part de Caressa, dont j'ai donné le nom à un parc et un jardin derrière l'église Saint-Roch d'ailleurs, parce que je sais que ça a été un grand défenseur de l'esprit des libertés telles que nous les concevons, nous à Nice dans notre histoire. Bon, à part ça, comment peut-on aujourd'hui dire qu'un homme politique ou une femme politique, et c'est normal, personne ne doit faire quelque exception que ce soit devant la justice de notre pays. Quand on commet un délit, il n'y a pas ceux qui doivent être moins jugés ou plus jugés, moins condamnés ou plus condamnés. Je vois tous les débats qu'il y a sur les affaires de financement, de détournement de fonds publics, etc., où aujourd'hui le monde politique en prend plein la figure, autant quelquefois que le monde économique d'ailleurs. Et quand je vois Rima Assad, quand je vois Mélenchon, les propos qu'ils ont tenus, et pour lesquels, en son temps, pour moins que ça, Jean-Marie Le Pen a été condamné près d'une vingtaine de fois. Et aujourd'hui, ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils sont députés, ils sont poursuivis par personne. Je suis désolé, ce sont des délits qui mériteraient de les mettre hors du champ politique et de les interdire d'élection. Parce que c'est aller à l'encontre tout simplement des droits de l'homme et du citoyen, de la constitution de notre pays, de notre code pénal et de notre code de procédure pénale. Et je ne comprends pas qu'à cet égard, on fasse comme si de rien n'était et on leur accorde ce droit à l'expression où ils montent, nos jeunes d'abord, dans nos universités. Et naturellement, quand on instrumentalise un esprit qui est un peu plus fragile, un peu plus sensible, eh bien, ça mène à des dérives progressives qui créent des conflits dans notre pays qui sont insupportables. Alors l'antisémitisme est là, ils sont aujourd'hui sans doute autant que l'extrême droite a pu l'être ou continue à l'être pour un certain nombre, et sans doute ils représentent un danger majeur. Vous savez, Dieudonné, puisque Joanne l'a cité, j'ai dit en 2008, alors qu'il tentait pour la première fois d'organiser un spectacle à Nice et de remplir une salle pour une conférence. J'ai dit, tant que je serai maire, Dieudonné ne rentrera pas à Nice et ne tiendra aucune conférence à Nice. Le nombre de fois
où on l'a pisté, où il a donné des rendez-vous au dernier moment, ici, là, etc. Ça fait maintenant 16 ans. En 16 ans, Dieudonné ne s'est jamais produit. Quand on n'a pas peur et quand on résiste, tout est possible. Voilà, c'est tout ça qui explique aussi que les Français se détournent de plus en plus de la politique. Page 198 de votre livre. Vous demandez qu'un tiers du livre, à la page 198, vous portez un jugement sévère sur les citoyens et les politiques. Je vous lis ce que vous écrivez. N'importe qui vote n'importe comment, depuis toujours, pour élire n'importe qui fera n'importe quoi. Hein, vous ne croyez vraiment plus dans la politique, mais en revanche, c'est une question et une affirmation, mais en revanche, vous semblez croire encore aux Français. Dans Nice Matin, que je connais bien, vous avez récemment dit, si les politiques français étaient aussi formidables que la population française, on n'en serait pas là. Alors, avec une nuance près, et je ne le dis pas parce que M. Estrosi est là, c'est qu'au niveau local, ça va mieux. Et ce que j'ai constaté, non mais après le 7 octobre, quand je voyais ce qui se passait à la radio et à la télé, je me dis bon c'est fini, je fais mes valises, je vais en Amérique du Sud. Bon. Et de tourner dans les librairies, dans tous les lieux où j'ai fait des conférences, j'en ai fait toute l'année, j'ai vu des citoyens exemplaires, j'ai vu au niveau local des initiatives passionnantes, et on a effectivement un problème pour relayer ça dans la manière dont le pays se décrit. Une chose, quand on dit aux gens, quand on s'en prend aux juifs, faites attention, vous êtes derrière, c'est pas une blague. Dans la série d'émissions que Philippe Collin a consacrée à l'affaire Dreyfus, il a rappelé une chose, c'est que la République était toute récente au moment de l'affaire Dreyfus, elle était révocable, et à tort ou à raison, parce que c'est quelque chose que je prendrais comme une médaille, les anti-républicains associaient la République et les juifs. Et cette attaque contre les juifs, pourquoi j'ai fait ce bouquin ? Je ne l'ai pas fait comme un professeur, je ne l'ai pas fait pour vous enseigner des choses, je l'ai fait parce que je ne savais rien du tout et j'ai voulu me documenter sur les sujets qui m'importent. Globalement, qu'est-ce que j'en fais de ce juif intérieur ? Qu'est-ce que c'est l'identité juive ? À ce titre, mon papa m'a mal éduqué. Il se trompait. Parce qu'à chaque génération, il faut redire la définition. Quand j'étais petit, il me disait, écoute, nous on est laïcs et républicains, juifs, c'est juste notre religion. Oui, mais c'est pas vrai. Ben oui, mais on peut être autant laïque et républicain qu'on voudra. Dans le judaïsme, il y a un aspect grégaire, il y a un peuple, il y a un aspect culturel, on peut être juif sans jamais mettre un pied dans une synagogue, il y a un aspect littéraire, ça peut être aussi un courant artistique, ça peut être toutes sortes de choses. Je suis ravi de ne pas être obligé de le définir. Mais aujourd'hui, on est un peu obligé. Quand j'étais petit, moi je pensais que être juif, c'était, comme on fait nous à Nice, je ne savais pas que c'était le courant consistorial avec des juifs séfarades qui venaient tous d'Algérie. Je ne savais pas trop qu'il y en avait d'autres. Il y avait des ashkénazes dans ma famille, mais comme ils ne mangeaient jamais kasher, on ne parlait jamais de religion. Et petit à petit, j'ai découvert qu'il y a plein d'autres choses. Les Lubavitch, je les trouve formidables. Les libéraux, je les trouve formidables. Enfin, il y a des trucs. Mais pourquoi il faut se redéfinir tout ça ? Parce qu'il me semble nécessaire de s'armer conceptuellement pour parler de ces sujets-là. On parlait de Nice et de l'influence de Nice. Chez moi, les lauriers et l'influence de Kessel et Gary sont écrasants. En anciens élèves du lycée Masséna, entrer à Masséna, c'est avoir la tête de Joseph Kessel et de Romain Gary au-dessus. Bon, ça oblige d'une certaine façon, et ça oblige à se poser des questions. Donc, sur la représentativité politique au niveau local en France, où effectivement on a un problème. On n'est plus dans le français râleur, on est dans une... C'est un chanteur célèbre qui m'avait dit il y a quelques années, mais regarde la haine qu'ont suscité tour à tour Hollande, Sarkozy et Macron. Tu ne peux pas imaginer trois types plus différents. Et malgré toutes les erreurs qui se font, si ces trois-là se font détester à ce niveau, c'est qu'on a un vrai problème de représentativité. Je ne suis pas là pour y répondre, c'est pas le sujet du livre. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors la haine, la détestation, les insultes, vous y êtes parfois confrontés, parce que évidemment vous êtes un auteur engagé, donc forcément vous subissez ça. Comment est-ce que vous vous accommodez de cette peur, des menaces, des insultes qui ont explosé, notamment depuis le 7 octobre, encore plus fort, et dont vous parlez dans votre livre, vous dites, même les gens qui me défendent m'angoissent. Et vous exprimez votre désir de faire des livres avec des princesses. C'est un humour vrai? Non, c'est toujours pour faire des livres sur l'imaginaire et enfin, quand j'ai fait Nous Vivrons, un de mes éditeurs habituels a fait une étude marketing et les gens du marketing ont dit on veut pas le faire, les libraires ne le veulent pas, on va en vendre 3. Donc j'ai dit d'accord, enfin, mon agent m'a mis chez un autre éditeur qui a fait la même étude marketing, sauf que l'autre éditeur a dit le marketing on s'en fout, on le fait, ça a marché. Je suis sorti de Nous Vivrons, j'aurais aimé que ça s'arrête un peu avec les juifs,
Et j'avais ça, et ça me tenait vraiment beaucoup à cœur parce que je voulais faire un livre d'histoire. Après, dans le quotidien, moi j'ai subi très peu d'agressions. Je vois beaucoup plus. J'ai eu 2 ou 3 rencontres un peu musclées cette année. Pour le reste, je vois des gens extrêmement gentils, je vois des gens qui ont envie de dialoguer. Mon seul regret, quand j'étais à Sciences Po et à la Sorbonne avec ces jeunes gens avec des kéfiers, je précise que c'était des blancs catholiques qui avaient mis un kéfier, hein, les Arabes ils ne le mettaient pas. Le seul étudiant palestinien de Sciences Po, c'est celui avec lequel je me suis le mieux entendu. Mais enfin, ces jeunes gens qui s'étaient déguisés dans ce qu'ils s'imaginent être un Palestinien, souvent ils avaient des kéfiers rouges, c'est la Jordanie, mais j'allais pas leur dire. Ils m'ont pas agressé. Ils m'ont pas agressé. Ils voulaient pas discuter. Ça m'a blessé. Alors humour toujours, mais humour important. Vous dites, et là vous en prenez à votre propre religion, vous donnez un conseil aux Juifs, page 231, vous dites se prendre un mur, on n'y peut rien, mais évitons les lamentations. Il y a trop de complaintes chez les Juifs? À quel moment j'ai dit ça? Dans quel page? Page 231, hein, j'ai des références. Je sais plus que... Non, moi le nouveau truc c'est que je me fais engueuler par des Juifs maintenant, quoi que je dise. Parce qu'il y a eu, mais c'est une chose qui est importante, il y a eu, j'aime pas parler en tant que juif, je connais pas un seul juif qui aime parler en tant que juif, c'est épuisant, on aimerait bien que ce soit un aspect périphérique de notre identité, ou en tout cas intime. Après le 7 octobre, il y a eu une unité, parce qu'il y a un point commun chez les juifs, c'est qu'on est globalement opposés à l'idée de se faire exterminer. Là-dessus, on était tous d'accord, et autant dans le monde occidental, il y a un vrai souvenir de la Shoah, des pogroms, etc., dans le monde oriental, les gens ne veulent pas se souvenir du Faroud, du pogrom de Constantine, du pogrom de Ksfat, de tous les pogroms qui ont émaillé la dimitude, et même les pays où ça s'est soi-disant le mieux passé, comme le Maroc, il n'y a pas que de bons souvenirs. Ça, j'en parle. Donc, il y a eu ce consensus après 7 octobre où on se dit, bon, bah, des gens veulent nous tuer. Maintenant, on voit arriver, et c'est bien normal, c'est des êtres humains, des dissensions terribles chez les Juifs, qu'ils soient en Israël, qu'ils soient en France. Donc ça, j'essaye d'en parler aussi. Et des phrases qui m'ont beaucoup plu. F. Seftel, qui est journaliste à Libération, qui a un courage extraordinaire, qui a dit à un moment, elle m'a dit, les choses sont claires, des gens veulent nous tuer, donc c'est plus la peine de faire d'autocensure. Et elle a une phrase que j'ai beaucoup aimée, elle a dit, je me suis débarrassé de mes protecteurs. C'est-à-dire que la phrase qui l'a rendue le plus folle de rage, pourtant on en a entendu des conneries depuis un an, c'est quand Sandrine Rousseau est allée à la télé et qu'elle a dit « Je tiens à dire aux Juifs de France qu'il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'on les protégera. » Déjà, le jour où quelqu'un m'attaque, si c'est Sandrine Rousseau qui me protège, on va être bien. Et F. Seftel en a tiré une conclusion que j'ai beaucoup aimée. Elle dit « Tu sais, quand on était au Maroc, le roi nous protégeait. Mais c'est la rue qui nous a fait partir. Et si tu protèges les gens, ça veut dire qu'ils ont besoin de protection. Et là, tu t'interroges sur la mission, etc. Et effectivement, il y a un mouvement de rage chez ces gens qui aimaient bien être juifs sans que ce soit le centre de leur vie. Et maintenant, ils y sont pratiquement obligés. Et il y a ça. Il y a aussi un autre sujet. Mais là, j'y reviens parce que ça, c'est brûlant, ça date d'hier. Je vais avoir l'air de pleurnicher. Après le 7 octobre, on a vu, elle a eu un courage extraordinaire, Delphine Orviller faire le tour des plateaux télé et raconter ce que c'était tout simplement d'être juif aujourd'hui et ce qu'on se prenait dans la figure. On se doute bien que moi, si j'étais éditorialiste, un an après, ça saoule. D'entendre, même moi, j'en peux plus d'entendre ça. Donc je comprends. J'arrive avec cet ouvrage, la promo commence, et j'ai entendu hier, avec la meilleure volonté du monde, un partenaire possible pour l'émission, enfin un producteur d'émission qui m'a dit on adore le livre, mais on peine à constituer un plateau autour de ce livre. On t'invitera peut-être pour les 80 ans d'Auschwitz. Non mais je comprends la logique. On va ressortir les Juifs quand il y aura les commémorations d'Auschwitz et pour rappeler les jeux de mots de Jean-Marie Le Pen. Bon. Le problème c'est qu'au quotidien, et après tout on représente que 0,6% de la population, je comprends que ce soit fatigant d'en parler tout le temps, au quotidien, on ne sait toujours plus où scolariser nos enfants, et on a beau dire, comme vous disiez, n'ayons pas peur, pour nous c'est facile d'une certaine façon, mais je me rappelle l'an dernier, on était à la même soirée du Yad Vashem, et le fils de Simone Veil a dit, par les temps qui courent, il est très important de mettre une mezouza sur la porte de votre voisin. Alors, de l'humour, mais aussi de l'espoir, à leur tour, donc on va devoir bientôt conclure cette heure de débat. Vous faites mention d'une discussion avec Frédéric Ancel, page 266, je vous assure, vous avez écrit tout ça, dans laquelle vous énoncez les 3 points qui, pour vous, et pour lui surtout, seraient indissociables d'une paix durable au Proche-Orient. Le désarmement du Hamas, le départ de Netanyahou et la décolonisation de la Cisjordanie, et puis, derrière, 2 États.
est-ce qu'on peut y croire? Là, on dépasse mes compétences. Mais ce que dit... On dépasse mes compétences parce que dès qu'on parle à... Et vous évoquez... J'y vais. Dès qu'on parle en Israël, soit à des Israéliens juifs, soit à des Arabes israéliens, au bout de 2 phrases, ils te disent « Mais de toute façon, il y a la guerre depuis l'âge du bronze dans cette région, juifs ou pas juifs, tous les pays se battent tout le temps. » Une fois qu'on a dit ça, ce qu'explique Frédéric Ancel, et c'est limpide, il dit au Proche-Orient, dès que tu n'as pas d'armes, tu n'existes plus. Il dit le Hezbollah a pu exister parce que Arafat a été désarmé. Bon. Le jour où le Hamas a plus d'armes, le Hamas n'existe plus. Donc ça c'est fini. Netanyahou, il se maintient grâce à la magie de la proportionnelle dans un pays. Le seul point commun en Israël, c'est que tout le monde déteste Netanyahou, ce qui lui permet d'être au pouvoir depuis 30 ans. C'est la magie de la proportionnelle. Et ensuite, sur l'idée des concessions territoriales, à chaque fois que je lui dis mais c'est impossible, personne ne va dire rien, etc. Il dit oui, mais relis les accords d'Oslo. Et lors des accords d'Oslo, il n'était pas du tout prévu de retirer les Juifs des villes où ils sont. Il était prévu de faire des échanges territoriaux qui avaient été signés, qui avaient été acceptés par les 2 parties, Clinton était derrière, etc. Puis au dernier moment, Arafat a tout envoyé valser. Mais moi, il a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée en scène, il a dit, tu sais, le Proche-Orient, c'est le lieu où quand on te dit impossible, ça veut dire dans 5 ans, et quand on te dit peu probable, ça peut arriver l'année prochaine. Et c'est un lieu d'accélération dans tous les domaines. Ça peut être également un lieu d'accélération, mais il y a cette inquiétude-là, il y a aussi l'inquiétude de quoi on parle. Quand on parle des Israéliens et quand on parle des Palestiniens, on parle de sociétés qui se modifient énormément, à vitesse grand V. Moi, je regrette, dans les années 90, c'était facile à Paris de parler à des intellectuels palestiniens. Aujourd'hui, j'en ai vu peu. Rima Hassan qui sort d'une école de commerce et qui nous fait croire qu'elle fait du droit. Et je ne sais pas... Et la société israélienne... Ça me rappelle un truc. Quand j'étais petit, je votais communiste pour embêter mon papa. J'allais chaque année à la fête du Patriote au château. Et à un moment, il y a eu la glasnost et la perestroïka. Au moment de la glasnost et la perestroïka, chez les communistes, le premier truc qu'on disait, c'est surtout pas dire de mal du parti quand il va mal. J'ai eu le malheur l'an dernier de dire cette phrase, je m'en prenais à des pro-palestiniens. J'ai dit, vous m'embêtez parce que vous m'empêchez de critiquer Israël. C'est-à-dire que la haine est telle qu'on ne peut pas laisser libre cours publiquement aux critiques légitimes qu'on aurait à faire, nous, sur Israël, sur la manière dont on utilise l'affection qu'on a pour Israël. Une forme de réflexe d'autodéfense qui empêche d'être lucide. Mais absolument, c'est qu'il y a un niveau de haine qui empêche le débat. Je crois que c'est vrai ici, c'est vrai dans la société israélienne, et c'est vrai dans le monde arabe, et en particulier dans le monde palestinien. Christian Estrosi, sur la situation politique, juste un mot. On a l'impression que la voix de la France est quand même très inaudible dans ce conflit au Proche-Orient, peut-être trop inaudible. Comment ça se fait ? Je le dis avec ma part de vérité, une grande lâcheté. Une grande lâcheté de la part d'un certain nombre de responsables démocratiques. Ne pas comprendre que, et naturellement, je partage ce que dit Yohann, va arriver le moment où il y aura à faire et à dire ce qu'il y a à faire et à dire à l'égard de Netanyahou. Il y aura un moment où il faudra dire comment doit se dessiner un avenir où les Palestiniens puissent vivre librement et s'épanouir sur un territoire qui leur soit consacré. Et naturellement sous le contrôle des instances internationales. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas en face de la promenade des Anglais où nous avons vécu cet événement qui hante encore mes jours et mes nuits, du 14 juillet 2016, où quelques jours après l'anniversaire du Bataclan ou de Charlie Hebdo, que je vais vous dire que le combat que mène Israël n'est pas un combat qui est là pour nous protéger aussi du terrorisme. Voilà pourquoi je suis de toutes mes forces aux côtés de Tsahal, lorsque je vois, c'est des choses dont on a si peu parlé, comme si on voulait le cacher, la manière dont à 200 km à l'intérieur des frontières syriennes, parce que tout ce qui se passe dans l'environnement avec cette usine sous terre bâtie par l'Iran pour fabriquer des missiles à 200 km d'Israël et naturellement anéantir Israël, car ça a toujours été l'objectif des ayatollahs,
En même temps, nous savons que ça s'appelle Daesh, que ça s'appelle l'État islamique, que ça s'appelle le Hamas, que ça s'appelle le Hezbollah. C'est notre ennemi commun. C'est ce terrorisme qui n'a rien à voir d'ailleurs avec l'islam. Je le dis très clairement. Mon devoir, dans une ville où je souhaite voir grandir ensemble des petits musulmans, des petits juifs, des petits chrétiens, des non-croyants sur les bancs de l'école de la République, qu'elle soit publique ou privée sous contrat d'association avec l'État, c'est mon devoir. Et d'ailleurs, je sais travailler dans les quartiers où les choses sont un peu difficiles pour faire comprendre les choses, et je sais que 90% de la population de religion musulmane, même si elle a sans doute commis l'erreur de ne pas se montrer suffisamment présente au lendemain du 7 octobre, aux côtés de tous ceux qui se sont révoltés contre ce 7 octobre. Mais peut-être avons-nous une part de responsabilité parce que nous n'avons pas su faire avant le travail qu'il fallait pour que ce travail de laïcité, qui est un des principes fondamentaux aussi de la République, se fasse comme il devait se faire. Mais en tout cas, le combat qui est mené par Israël aujourd'hui, vous vous rendez compte sur tous ces fronts, en Syrie, face à l'Iran, Gaza et tout le reste, c'est un travail qui nous protège, et où la France, qui a subi tellement d'affres aussi d'actes terroristes, a le devoir de considérer que non seulement ils nous protègent, mais qu'on a le devoir de les accompagner autour des tables internationales, pour que quelque part d'abord la négociation vaut toujours mieux que les massacres et que la guerre, et ensuite, à partir du moment où le conflit est là et où ils reçoivent des missiles sur la tête, qu'on soit à leur côté. Quand Biden a envoyé la flotte américaine en Méditerranée, j'aurais rêvé voir la flotte française accompagner la flotte américaine pour montrer que quelque part nous étions aussi engagés et que nous le montrions très clairement. Et donc je le regrette profondément, ça me fait mal à mon pays de voir que nous n'avons pas su être clairs, qu'on cherche toujours le moyen de zigzaguer au milieu de tout ça, avoir un pied d'un côté et un pied de l'autre, qui naturellement n'est pas la dignité que doit montrer un pays comme la France, qui pourtant, en d'autres temps, a toujours su se montrer extrêmement clair sur ses positions, et qui aujourd'hui perd une part de ses repères en ne se montrant pas aux côtés d'Israël comme nous devrions le montrer. On va terminer par... non, je vois une question, mais je vais vous en poser deux, parce que vous m'en voudriez pas poser la deuxième. La première, on va revenir au titre du livre. Est-ce que finalement, à l'issue de ce livre, vous avez trouvé la réponse à votre question initiale? Que faut-il faire des Juifs? J'ai envie de dire, est-ce quelque part, et ça va peut-être vous surprendre, dans l'expérience que vous racontez, lorsque vous montez sur un char à la Gay Pride de Paris, que faire des Juifs, c'est d'abord ne pas les cacher, non? Oui, il y a, enfin, je vais vous le spoiler, comme ça je vous évite de l'acheter. La bonne nouvelle de la fin du livre, c'est qu'on n'y peut rien. C'est qu'il y a une constante de la haine anti-juive dans les sociétés orientales et occidentales qui revient à chaque crise. Donc ce sont des vagues. Hugo Pratt disait le désir d'être inutile. Je crois qu'il faut arrêter de s'imaginer. Je cite l'exemple de Joseph Roth, qui était 1000 fois plus intelligent que Hitler, mais il n'a pas pu empêcher son avènement. Donc on en est réduit, chacun d'entre nous, comme disait Voltaire, à cultiver notre jardin et à essayer d'être les spectateurs éclairés de tragédies contre lesquelles on ne pourra pas faire grand-chose. Ensuite, cette histoire de la Pride à Paris, c'est une histoire formidable parce que, franchement, j'allais pas très bien. C'était le moment où je commençais à me faire insulter par tout le monde. Enfin, c'était particulièrement intense. Et j'avais fait des collages pour les trucs d'otages. Ma femme n'en pouvait plus de me voir aller à des soirées juives. Bon. Et on m'appelle et on dit il faut que tu ailles à la Gay Pride. Je dis je suis vaguement hétéro. Et non, mais on leur a interdit de défiler à Londres, on leur a interdit de défiler à Rome, soi-disant pour leur sécurité. Et là, ils sont en train de nous la faire à l'envers à Paris et de vouloir. Ah, je dis oui, là quand même. Alors j'y vais. Et on a marché à Vue de Flandre, on est monté sur le char malgré mes ligaments croisés. J'étais sur le char, on avançait. C'était super, tout le monde nous applaudissait, il y avait de la pop israélienne, et là on croise un autre char où ils ont les drapeaux palestiniens,
Tout le monde s'est envoyé des bisous, tout le monde était sympa, tout le monde était... Et là, qu'est-ce que je vois à la fenêtre? C'est à l'Avenue des Flandres, il y avait tous les juifs religieux de Paris qui me regardent et qui font Shabbat. Et d'accord, tu vas là, tu es obligé de le faire un Shabbat. Il a fallu que je leur explique que malgré le pouvoir occulte de notre communauté, on ne peut pas encore choisir le jour de la Gay Pride. Et il y a eu un moment, parce qu'il faut toujours des cons dans une belle histoire, il y a eu un moment, en voyant passer ces juifs avec des drapeaux israéliens, des arabes avec des drapeaux palestiniens, on se serrait, on était content, t'es mignon. Et là, on passe près d'un stand affilié à LFI. Ce qui était sûr, c'est que, je suis pas raciste, hein, mais j'ai jamais vu autant de blancs derrière un stand. Il n'y avait pas un noir, pas un arabe, pas un juif. Ils nous ont fait la gueule. Et j'ai eu le sentiment que la paix, ça leur faisait pas plaisir. Même 10 minutes. Et tout ça est parfaitement raconté dans le livre et surtout parfaitement illustré. Et ce sera donc ma dernière question, la force du dessin dont on n'a pas parlé. Parce qu'en fait, le message est extrêmement fort et impliquant et engagé. Et par moments, je me suis surpris à ne pas trop regarder vos dessins. Et puis par moments, et notamment cette longue partie dont vous parlez de la Gay Pride, elle est magnifiquement illustrée. Et là, le sourire revient et on se dit heureusement qu'il y a le dessin. Et c'est tout ça aussi, là, d'un artiste tel que vous êtes. Au-delà du dessinateur, il y a l'écrivain, mais il y a surtout l'artiste. C'est super le dessin. Il faut que vos enfants dessinent. C'est marrant, ça rend intelligent, ça fait aimer le monde. Quand on dessine les gens, on ne peut pas les détester. Il y avait une rencontre dans cette Gay Pride qui était marrante. Donc je suis là. Et il y a des dames avec des niqabs, des voiles qui arrivent, elles avaient des bébés et tout. Et elles viennent me voir et elles me disent mais chez les juifs c'est permis les PD. Et j'ai dit non madame, tout est interdit chez tout le monde. Elle dit ah c'est comme nous. Pour ça c'est moi j'étais contente. Et j'ai bien aimé. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les deux. Je peux simplement, au nom de chacune et de chacun ici, vraiment remercier Joanne Toussaint de nous faire le privilège de présenter à Nice cet ouvrage remarquable en avant-première. C'est chez lui, depuis André Spar, avec lequel j'ai siégé au conseil municipal, qui a eu le courage de démissionner. Et Joanne, je voudrais d'ailleurs que le nom d'André figure quelque part dans cette ville pour rendre hommage aussi à toutes ces valeurs qu'il vous a transmises. Et puis enfin, une dernière chose, je trouve que ce qu'on vient de vivre depuis plus d'1 an, quand on se rencontre, c'est pour évoquer de manière assez dramatique tout ce qui se passe. Et au fond, je me demande, après ce que nous avons vécu et ces éclats de rire que vous avez suscité, cette part d'humour que vous avez apporté avec vos convictions si profondes, me dire, au fond, est-ce que le talent d'un Johann Sfar, ce grand dessinateur, écrivain, réalisateur, et j'en passe, de percer les consciences et de les sensibiliser de cette manière, et pas une manière plus forte encore pour les toucher et les amener sur une voie plus juste. Donc merci de vous être livré dans votre ville, chez vous, ici, à Nice, à cette Voilà, mesdames et messieurs, merci.